Une semaine n'est pas l'autre. La semaine dernière, tous les tuyaux étaient bien remplis. Cette semaine, ne seront que 3. Il y aura Marc, il y aura David, il y aura moi, et puis il y aura vous également avec vos messages que vous nous avez laissés un petit peu partout. Et avant de répondre à vos messages divers et variés, un petit coup d'œil de ce côté-ci pour dire bonjour à Marc. Bonjour Marc. Et puis, t'as vu, on a plein de places. Ah oui, on a plein de places. Vous avez plein de places dans l'écran. Bonjour David également. Coucou. On va répondre à quelques questions. Enfin, plutôt, on ne va pas répondre à ces questions parce qu'on n'a pas toutes les réponses. On ne peut pas avoir toutes les réponses dans tout non plus. On va commencer avec ce message de Johan qui trouve ce qu'on fait très bien. C'est très gentil. Merci beaucoup. On essaie de faire notre petit maximum, comme on a l'habitude de dire. Qui est une question concernant l'utilisation de différentes cartes graphiques. En l'occurrence, il possède 2 cartes graphiques NVIDIA GTX 970 en SLI, c'est-à-dire qu'il partage les ressources. Hein, c'est bien, je ne dis pas de bêtises. Hein, si vous me reprenez, les gars. Il additionne les ressources, en fait. Voilà. Il cumule les ressources et en fait, les cartes travaillent en mode parallèle. Voilà. Il a 2 écrans PC et aimerait également utiliser sa télévision, donc avoir un 3e écran en quelque sorte. Hein, une télévision, ce n'est toujours qu'un écran, en HDMI, afin de pouvoir également jouer sur celle-ci. Alors il se demande si c'est possible d'abord et comment pratiquer de la sorte. Alors en discutant un petit peu entre nous, on avait déjà peut-être un début de réponse. On imagine que ça va pas se faire nativement avec Windows qui fera. En relisant, il y a peut-être moyen, mais bon, ça va dépendre du nombre de ports qui sont disponibles sur les cartes. Ouais. Alors généralement, les cartes récentes ont toujours des ports DisplayPort et des ports HDMI cumulés. Bon, le principe du SLI, évidemment, c'est qu'il y a une carte qui sert de sortie, mais c'est l'ensemble des cartes qui sont liées, qui travaillent ensemble et qui redirigent tout vers les ports. Ceci dit, il y a certains modèles, si je ne m'abuse, de NVIDIA GTX 970, 960, 980 récentes qui possèdent 2 DisplayPort. Et donc, il suffirait simplement, si c'est le cas sur ces cartes, qu'il utilise un convertisseur DisplayPort HDMI pour sortir vers sa télé. Sinon, je dois dire, j'ai pas de solution parce que faire du mirroring en passant par la carte mère, la bande passante n'est pas la même sur un chipset embedded dans un processeur que sur les monstres qu'on trouve maintenant en matière de carte graphique. On peut imaginer qu'une application tierce pourrait faciliter les choses, c'est pas dit. Hein. Peut-être, mais c'est quelque chose que je ne connais pas. Je sais pas si David a une réponse à ce niveau-là. Non, je redonnais grosso modo la même et effectivement d'oublier la sortie vidéo de sa carte mère parce que vu que c'est pour du jeu vidéo, de toute façon il va se retrouver limité puisque c'est le processeur graphique de sa carte mère qui va devoir gérer cette sortie-là. Donc il ne pourra pas dévier la puissance de ces 2 cartes graphiques en SLI vers un écran en passant par cette sortie de vidéo de la carte mère. Donc non. Quoi qu'il, si vous qui nous écoutez avez une réponse ou avez déjà expérimenté ce genre de choses chez vous, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire de cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur notre site ou sur le site informaticien.be. C'est sur le site informaticien.be qu'un autre de nos auditeurs, un des plus fidèles on va dire, nous a laissé un message. Il s'agit de Bros. Il nous proposait un coup de gueule. Marc, tu peux nous expliquer le coup de gueule qu'il voudrait qu'on nous expliquions ou que nous fassions Alors, il aimerait qu'on couvre d'une pression. Oui. Une pression politique, s'entend, que Sony et une association qui s'appelle l'AACS ont fait sur Adopi. Donc Adopi, on se rappelle, chez nos voisins français, c'est le wannabe garde-chiourme qui voudrait dégommer tous les vilains pirates du monde. Et donc Sony aurait fait pression, concomitamment avec l'AACS, pour que Adopi refuse une demande de VLC, on se rappelle, VLC, Videolan, le player libre de référence, qui avait demandé l'autorisation de pouvoir lire des Blu-ray et donc forcément partant de décrypter les protections qui sont utilisées pour empêcher l'accès débridé aux vidéos qui sont sur les Blu-ray. Et donc apparemment il y aurait toute une série de documents, notamment sur WikiLeaks, qui prouveraient que Sony n'est pas tout à fait clair ni tout à fait net dans cette affaire. Donc on n'a pas d'éléments là tout de suite. Mais on va se renseigner, c'est promis. Donc peut-être pas la fois prochaine, mais on y reviendra assez rapidement. On gardera un œil en tout cas ouvert par rapport aux informations concernant VLC, concernant Sony, etc. Mais bonne pioche, Bros, bravo. Et dernier message de Sébastien.
qui n'est pas là ce soir. Notre Sébastien voilà. Qui n'est pas là ce soir, qui disait qu'aujourd'hui, le jour où nous enregistrons, donc ce jeudi 23 avril, c'est la journée des jeunes filles dans le secteur d'éthique. Bah oui, c'est vrai. C'est une journée internationale, la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Une initiative suisse, me semble-t-il. Il se passait plein de choses. Il y a de l'argent pour ce genre d'initiative. C'est toujours amusant. Enfin, c'est toujours amusant. Non, c'est toujours agréable d'avoir des confrères féminins. C'est vrai que ça reste un métier un peu cliché homme. Ouais. Bon, ceci dit, moi j'avoue humblement que Kathleen, si tu nous regardes, c'est pour toi. On a eu une stagiaire pendant quelques mois qui était pas mal du tout, qui était très douée, etc. Évidemment, je ne sais pas si c'est une déformation du fait qu'elle travaille dans un environnement d'hommes, elle jurait plus que nous. Ah. Donc à la fin, finalement, c'est comme si on avait un mec au bureau. Effectivement. Enfin bon, ceci dit, l'approche, et c'est vrai pour beaucoup de professions, l'approche féminine, hein, comme on dit, ça peut avoir un intérêt aussi, ça peut certainement, je dirais même, agrémenter une bonne petite équipe d'informaticiens, je pense, hein, Marc. Pas seulement l'agrémenter, mais rappelons-nous de manière beaucoup plus historique, c'est une petite touche ici, je n'ai pas le nom en tête, on le retrouvera pour la fois prochaine, mais la personne qui a géré l'équipe et qui a écrit la majeure partie du code qui a envoyé Apollo sur la Lune était une femme. Ah oui. Ah bah, bah voilà, comme ça, enfin ceci dit, il y a eu Apollo 13 aussi. Enfin bref, c'est un... Je suis désolé d'avoir rappelé ce détail. On va passer peut-être à la suite, j'ai tout kiffé en même temps, donc on va peut-être passer à la suite et on va commencer comme d'habitude avec la lettre A. La lettre A comme Apple. L'Apple Watch mettrait plus d'1 minute à démarrer. 74 secondes exactement, sur des montres en main. Voilà. Il y a quelques vidéos qui traînent sur le web. Alors bon, on va être tout à fait honnête, le contexte n'est peut-être pas le contexte qui est celui de tous les jours, dans la mesure ici, la montre était pairée avec une tablette qui mesurait et qui affichait différents messages lors du démarrage. Donc je ne sais pas si c'est un contexte normal ou si ça ralentissait plus. Mais effectivement, la montre met à peu près 70-75 secondes pour se mettre en route. Ce qui est assez gênant quand on sait que la durée de vie de la batterie en utilisation minimale est déjà pas terrible. On parle de 18 heures, on parlait d'une petite poignée d'heures, genre 4 ou 5 heures en utilisation intensive. Donc à partir du moment où on va avoir sa montre et on va l'éteindre pour ne pas trop bouffer la batterie, si en plus il faut se taper 1 minute de boot à chaque fois, alors que la majorité des téléphones aujourd'hui bootent en 20 ou 30 secondes, c'est un peu gênant. Voilà. Oui, effectivement. D'autre part, je vais y arriver, YouTube a fait une annonce, plus d'applications YouTube sur les vieux iOS. Donc par exemple, un iPhone 3, par exemple, ne pourra plus accepter l'application permettant de regarder les vidéos YouTube. En fait, il s'agit, donc on va pas faire peur aux gens, il s'agit en fait de l'application native qui était installée sur effectivement les anciennes versions, on parle d'iOS pré-iOS 7, où c'était une application native qui était fournie par Apple. On se rappelle qu'effectivement, à ce moment-là, c'était YouTube Google avait fourni l'application elle-même plutôt que. Cette application fonctionnait encore, mais depuis quelques jours, depuis lundi je crois, l'application ne fonctionne plus et invite les personnes à soit faire une mise à jour de leur version d'iOS, donc pour être dans un iOS 7 ou un iOS 8, ou bien simplement il leur affiche que voilà, c'est fini, dommage, app YouTube. Et alors donc ça couvre l'iPhone 3, l'iPhone 3GS, c'est-à-dire des appareils qui sont même plus capables d'encaisser iOS 7, même si c'est possible sort of avec un petit jailbreak derrière, mais bon, c'est chatouillé pour se faire rire. Ça concerne effectivement les Apple TV de première et de deuxième génération. Donc si vous les avez encore en iOS 6, il serait peut-être temps de faire une mise à jour quand même. Voilà, donc pensez-y. On pense rarement à faire la mise à jour Apple TV par exemple, je sais pas pourquoi. Non, effectivement, et surtout qu'à part des nouvelles icônes, ça apporte rien. C'est ça en fait, on y pense. C'est pour ça qu'on n'y pense pas. Ça doit être ça le problème. On va se tourner vers David, continuer de rester dans la lettre A comme Apple. Apparemment, les MacBook de dernière génération dont on a entendu parler, dont on a parlé ici, auraient quelques problèmes, enfin s'essouffleraient un petit peu, on va dire.
C'est pas qu'il s'essoufflerait, c'est que effectivement ce qu'on avait remonté comme information se vérifie par Barefit, qui est un site américain qui a fait un test un peu plus multimédia que la plupart des autres sites, et donc qui a essayé de faire fonctionner des softwares comme Final Cut Pro X, Photoshop ou des jeux vidéo comme Diablo 3, comme Tomb Raider sur cette machine, et effectivement les résultats sont plutôt catastrophiques, puisqu'ils ont dans ce test comparé le nouveau MacBook au MacBook Pro 13 Retina et au MacBook Pro 15 en Core i7, et malheureusement les stats ne sont pas en faveur du nouveau MacBook, puisque pour un effet somme toute classique, puisqu'on parle d'un flou gaussien sur Final Cut Pro X, le nouveau MacBook aurait besoin de 164 secondes pour appliquer cet effet, où un MacBook Pro 15 doit mettre une quinzaine de secondes pour pouvoir le faire. Et ça va même plus loin, puisqu'au niveau des jeux vidéo, les jeux vidéo qui acceptent de se lancer sortiraient au mieux 22 images par seconde. Donc c'est un petit peu light, où un MacBook Pro 15 parvient à sortir facilement entre 50 et 60 images par seconde, et ça va vraiment, le summum est atteint avec Tomb Raider, qui prévient l'utilisateur que la machine a l'air d'être un poil juste pour faire fonctionner le jeu, et Motion qui lance certaines tâches, mais est incapable d'afficher le rendu de la tâche une fois celle-ci exécutée. Donc voilà, donc ça, on l'avait dit, c'est une super machine à écrire. Mais non, c'est ultra mobile. Mais voilà, malheureusement, ce sera absolument pas une machine multimédia dans le futur. Où la situer, sachant cela, on se demande où la situer dans la panoplie Apple par rapport au MacBook Air, par exemple, qui sont performants pour le coup. Pas seulement le MacBook Air, parce que j'ai lu un article pas plus tard qu'avant-hier, où en fait la personne se posait la question de savoir si la machine la plus accessible aujourd'hui dans l'écosystème Apple, c'était pas finalement l'iPad Air. Ben oui. Parce que cet iPad Air, il a le form factor, si on lui colle un petit clavier, il a le form factor et la légèreté du nouveau MacBook, il a un écran Retina, il a un processeur qui est largement capable d'encaisser, on l'a vu au niveau des jeux, de sortir des jeux très très beaux. Ouais. C'est une super machine à écrire aussi. C'est ce qui a fait courir le bruit d'un futur. C'est ce qui a fait courir le bruit d'un futur iPad Pro aussi, dont on commence à voir fuiter les photos des coques et des boîtiers, et où on voit qu'effectivement il serait confirmé qu'il y a 2 ports, un port Lightning et un port USB-C. Oui. Ce qui est paradoxal par rapport, revenons au MacBook dont on parlait à l'instant, c'est son prix, enfin le positionnement tarifaire du MacBook par rapport justement à cette gamme de matériel. On parle du MacBook Air, on parle de l'iPad Air, des choses comme ça. Cet appareil finalement est cher si on va par là. C'est cher, oui. Maintenant, voilà, c'est le premier MacBook qui intègre, et on l'avait soulevé aussi, les nouveaux coloris. C'est clairement une machine qui est prévue pour un usage professionnel type commercial et des choses comme ça. Les autonomies sont quand même très très bonnes, et pour certaines applications, désolé, mais l'iPad n'arrive pas à faire tourner toutes les applications. Ça permet d'avoir une machine légère qui tourne sous macOS. Donc je pense pas que ce soit une mauvaise machine. Maintenant, voilà, il faut être clair, c'est absolument pas prévu pour faire du multimédia. On avait fait les mêmes critiques sur le MacBook Air quand il était sorti. J'ai l'impression qu'avec ce MacBook, on revient un petit peu sur le postulat qui était de dire, ok, voilà, on veut une machine hyper fine où tout se fait pratiquement sans fil. Mais qui permet d'avoir un produit un peu plus luxueux que ce que ne peut être la gamme MacBook traditionnelle, MacBook Pro traditionnelle. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est l'appareil du délégué commercial. C'est l'appareil du délégué commercial qui en met plein la vue, et ça reste un ultrabook, point. Ouais. C'est une machine qui est capable de faire tourner des softs de base, de faire ses mails, de taper un courrier, à la rigueur de faire une présentation, mais ça va pas aller plus loin. C'est une machine qui va être utilisée pour accéder à des services via du cloud uniquement. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc, et dans ce cadre-là, elle prend toute sa... On la resitue, quoi, on va dire, du coup. Mais il faut le comprendre, c'est clair. On passe à la lettre B, si vous voulez bien, pour aborder le brosouf de la semaine. On va dire ça comme ça. Le brosouf de la semaine. Marc, Google qui a failli racheter Tesla pour 6 milliards de dollars US. C'est dans l'autre sens ça s'est passé en fait. Donc il y a 2 ans, 3 ans, à l'époque donc Tesla était une marque
qui existait déjà, mais où Elon Musk n'avait pas encore imprimé sa marque justement et amené ses méthodes d'organisation, de gestion et tout. Et donc il y a à peu près 3 ans, Tesla allait très mal. Ouais. Ils avaient une sous-traitance qui était hyper mal gérée, les modèles étaient bourrés de problèmes, c'était vraiment pas safe de vouloir embarquer là-dedans, et donc la boîte était en crise, clairement. Et donc ils ont pris l'initiative de se rapprocher de Google, et à ce moment-là, quand Musk a pris les rênes au tout début, il a vu la catastrophe et il a pris son téléphone et il a appelé Larry Page, et pour savoir s'il était possible d'organiser une vente. Et effectivement, une vente à 6 milliards de dollars a été évoquée, 6 milliards plus 5 milliards supplémentaires pour moderniser toutes les usines. Ouais. Elle a failli aboutir, mais heureusement pour Tesla, elle n'a jamais abouti. Tesla a trouvé d'autres sources de financement, notamment via le partenariat qu'ils ont mis en place avec Panasonic et qui aujourd'hui débouche sur leur usine, qui va également donner lieu à une belle annonce, je crois, d'ici quelques jours, fin avril. Et donc voilà, Tesla a continué son petit bonhomme de chemin, mais a failli vendre la marque à Google, et donc on a failli avoir des Google Cars avant l'heure. Top de la mort qui tue. On peut dire 2 mots de cette annonce qui devrait survenir prochainement ? Eh bien voilà, donc normalement le 30, Elon Musk a annoncé qu'il y aurait quelque chose de nouveau chez Tesla, et tous les analystes du marché s'accordent pour dire que Tesla va sortir une batterie pour la maison. D'accord. Donc en fait, plutôt que d'avoir... tu vas avoir ta batterie chez toi. Ok, une batterie domestique. Une batterie domestique qui va alimenter tes appareils, qui va alimenter ton chauffage, ton électricité, tout ça. Et effectivement, c'est quelque chose que Musk avait donné comme indication et comme piste possible pour l'une des diversifications de la marque. Croisons l'info. David, tu as lu aussi là-dessus ? Oui, et puis ça va un peu plus loin. L'idée est quand même relativement intéressante, puisqu'on sait que, en tout cas pour la Belgique, la plupart des gens choisissent des systèmes de bi-horaires. Ce serait justement pour pouvoir optimiser la consommation de la totalité de la maison. Donc c'est quelque chose qui viendrait en dur sur l'installation électrique. Ouais. On a toujours dit que c'était pas rentable de stocker l'énergie, et Tesla pourrait donner un petit peu tort à toutes ces analyses qui ont été faites, justement en mettant sur le marché des batteries très très performantes, avec de la domotique, avec une gestion domotique. Ça pourrait aller très très loin, et ça leur permettrait surtout d'optimiser les sorties de leurs usines, puisque on sait que Tesla va, en plus du secteur automobile, essayer de devenir vraiment un leader au niveau de la gestion des batteries et de la production des batteries au niveau international. Ouais, ça va faire aussi baisser le coût des batteries, puisque offre, demande, etc. Tu parlais des compteurs bi-horaires, il faut le dire, partout pareil, nos amis français n'ont peut-être pas des systèmes similaires, ou je ne sais pas. En tout cas, expliquons en 2 mots. Il est possible chez nous, en tout cas, d'avoir des compteurs de jour et des compteurs de nuit. L'électricité de nuit étant moins coûteuse que l'électricité de jour. Et donc, l'idée, ce serait de charger ces batteries la nuit pour la consommer. Les utiliser de jour. Voilà, exactement. Et donc, transférer, en fait, ce bénéfice sur la journée. Ou alors, les panneaux solaires qui produisent peut-être trop d'énergie, et pour la consommation que vous en faites, parce que la journée, vous êtes au bureau, vous pourriez peut-être la stocker de manière plus efficiente sur des batteries performantes. Donc voilà, d'où l'intérêt de ce marché, et on l'imagine de cette annonce. On suivra ça bien entendu avec nos petits camarades, vous en doutez, pour savoir vers quoi ça va et si ça va bien. On passe à la lettre G comme Google, Marc, pour parler justement de Google, de recherche Google. Oui, on parle surtout d'un néologisme qu'on appelle le Mobilegeddon. Oui. Voilà. C'est pas qui l'a sorti celui-là, mais il est bien picolé. Soit. Donc le Mobilegeddon, c'est quoi ? C'est un phénomène qui a fait peur à peu près à toute la websphère mondiale suite à l'annonce de Google que depuis le mardi 21, donc avant-hier, l'algorithme principal de recherche de Google a été modifié. On précise uniquement pour les recherches sur smartphone, afin de booster dans les résultats les sites qui sont adaptés aux petits écrans. Et donc en fait, là où certains ont très peur, c'est que l'effet corollaire serait que les sites qui ne sont plus compliant, qui ne sont pas responsive, qui ne sont pas adaptés aux smartphones, aux tablettes, etc., se verraient tout simplement
relégué en fin de fil, voire carrément zappé. Et donc, en fait, les gens ont peur d'une apocalypse mobile. Oui, voilà. C'est un peu ça l'idée. Alors, bon, c'est pas la première fois que Google nous fait le coup de changer le système de référencement et le système de recherche. Chaque fois, ça est monté en épingle, évidemment, et les gens ont eu très peur. Mais ici, premièrement, il faut se dire que la modification ne touche que la version smartphone de Google. Donc, on parle du site et de l'application. Il faut quand même garder en tête que 60% du trafic aujourd'hui à peu près vient du mobile. Donc tout le monde est concerné. Maintenant, l'algorithme qui est adapté est un algorithme en temps réel. Donc ça veut dire que peut-être qu'effectivement votre site n'est pas adapté aujourd'hui. Au moment où il le sera, vous réintégrerez les résultats qui seront délivrés sur une recherche. Et alors, Google a mis au point un petit utilitaire qui est disponible, on mettra le lien, qui permet d'analyser votre site et qui vous donne des conseils, ma foi, pas trop mauvais, pour aller optimiser votre site, voir évidemment là où il faut faire, changer de police, travailler avec des repères visuels, etc. Donc, voilà, c'est pas vraiment une révolution, c'est pas vraiment un Armageddon, c'est une évolution normale. Et effectivement, oui, il y a des sites qui sont encore mal adaptés. Et effectivement, énormément. Et dans les sites d'information en particulier, il y a énormément de sites qui ne sont pas responsive, par exemple, ou qui n'ont pas de version mobile, ce qui est très dommageable, surtout quand leur trafic vient, par exemple, d'applications mobiles telles que Facebook. Rappelons quand même que 70% de l'utilisation de Facebook se fait en mobile et que donc c'est relativement dommageable de ne plus être référencé, de ne plus être linké, on va dire, sur du mobile. Je voyais David réagir de son côté également. Moi, j'applaudis les deux mains. J'applaudis les deux mains parce qu'il n'y a rien de plus pénible en tant qu'utilisateur de se retrouver sur un site alors qu'on a des écrans qui sont haute définition maintenant sur nos smartphones, avec des sites qui sont complètement illisibles, des sites qui utilisent encore des technologies comme le flash. Aujourd'hui, ça devrait être complètement interdit parce qu'on sait que ça ne marche pas, que c'est dangereux. Mais oui, mais voilà, je ne vais pas le transformer en coup de gueule parce que pour moi, c'est mon coup de cœur de cette semaine. Merci Google de prendre les choses un petit peu en main et de dire à un moment, ok, stop, quelqu'un qui a un site internet, s'il est vraiment actif, ben stop, il suit un peu les nouvelles tendances, surtout que je veux dire, le côté adaptatif des sites, c'est quand même pas nouveau. Ça fait 3-4 ans, donc c'est pas que Google est un précurseur là-dessus. C'est qu'il dit simplement à un moment, écoutez, ma clientèle, votre clientèle, qui se connecte sur vos sites, elle le fait avec des smartphones. Ben, il est peut-être temps de reprendre contact avec votre infographiste et de le faire travailler un petit peu, parce que le gars, s'il a pas trouvé le temps de le faire en 3 ans, ben, c'est qu'il en a juste rien à secouer de votre site, quoi. C'est peut-être le coup de kick qu'il faut à certaines sociétés, parce que c'est pas que des petites. En général, d'ailleurs, les petits blogs, eux, sont responsifs parce que ils sont sous WordPress. Voilà, ils sont sous WordPress et ils ont choisi un thème qui va bien ou qui est très lisible en mobile. Ça peut arriver aussi, mais c'est plutôt les gros qui peuvent se poser des problèmes et des soucis de ce côté-là. Donc, à suivre aussi, mais c'est pas un Armageddon, c'est pas la fin du monde non plus, comme disait Marc. Il faut le reconnaître également. David, je te laisse la parole pour rester dans la lettre G, parler de Google qui se lance maintenant comme opérateur mobile aux États-Unis. Oui, que donc comme MVNO, donc comme mobile virtuel opérateur bazar, donc effectivement aux États-Unis, on en avait entendu parler depuis 15 jours, c'était un projet qui s'appelle le projet Phi, il est officiel depuis 48 heures uniquement pour les États-Unis et donc c'est suite à un partenariat avec Sprint et T-Mobile qui sont deux gros fournisseurs de télécommunications américains que Google parvient à proposer son offre. Alors c'est une offre qui est plutôt intelligente parce que basée déjà sur un partenariat avec deux autres opérateurs et pas avec un seul autre opérateur, et donc il bénéficie du maillage des antennes puisque Google n'a absolument acheté aucune antenne et n'a installé aucune antenne spécifique. Il profite simplement des antennes de ces deux opérateurs-là. Et donc, en plus de ça, il est capable d'utiliser les réseaux Wi-Fi ouverts de ces marques-là. Et donc, il parvient à proposer vraiment un service de qualité. Alors, on va parler un petit peu des tarifs. Il faut bien relativiser que c'est des tarifs américains et donc c'est très bon marché pour ce qui est proposé aux États-Unis. Pour les Français qui nous écoutent, ils vont hurler parce que c'est 4 fois plus cher que ce que eux payent, mais il y a une vraie qualité. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme ce que nous, on connaît en Belgique.
les opérateurs font un vrai bon boulot. Donc, on est rarement désactivé pendant 48 heures d'un réseau simplement pour un bug. Donc, Google vend son système de base à $20 par mois. Excusez-moi. Et donc voilà. SMS illimité, appels vocaux illimités, connexion Wi-Fi illimitée et une couverture internationale dans plus de 120 pays avec des partenariats qui seront créés et des partenariats qui existent déjà avec Sprint et T-Mobile. Comme tous les opérateurs aux États-Unis, la data est toujours payante et donc on est sur un tarif de $10 le giga. Ce qui peut paraître cher, mais bon, voilà, c'est ce à quoi les Américains sont habitués. Et petite subtilité, c'est que Google rembourse les data donc la valeur des data qui ne sont pas utilisées. Donc, si vous faites un mois à 300 mégas, Google vous remboursera $7 pour non-utilisation des 700 mégas restants. Pour voir si c'est un remboursement ou si c'est un crédit sur le mois suivant. C'est remboursé. Enfin, a priori, tant qu'on ne change pas, mais il y a des possibilités de remboursement et c'est bien le mot remboursement qui est utilisé par Google. Donc voilà, pour les États-Unis, c'est hyper concurrentiel. On sait qu'il y a toute une communauté Google qui risque de switcher très rapidement et voilà, pourquoi pas le même type de projet en Europe en tenant compte de nos subtilités. Si on pouvait avoir un vrai opérateur, même s'il est virtuel européen, je pense que Google a les moyens de le faire. On va fermer là le chapitre lettre G entre guillemets et Google, mais je voulais quand même dire deux mots et faire une parenthèse par rapport, puisqu'on parle d'opérateurs téléphoniques. Cette semaine, il y a eu quand même une annonce de rachat importante, énorme, doit-on même dire, puisque Base a été racheté par Telenet pour un peu plus d'1,5 milliard d'euros, ce qui pose plein de questions. D'ailleurs, l'organisation Testachat a réagi à cette annonce et demande une enquête auprès de l'IBPT pour savoir si tout est fait de manière réglementaire et surtout quel va être l'impact de ce rachat sur le marché, sur la concurrence. Marc, je vous voyais agiter le bras. Non, pas du tout. Non, c'était pas pour ça. Ça m'arrive d'agiter le bras comme ça. Super. C'est un réflexe, voilà. C'est un réflexe David reniflait. Non, c'est un réflexe aussi. Non, peut-être une bonne nouvelle. Enfin, un vrai concurrent à Belgacom au niveau national. Il faudra voir ce que ça donne. Pour avoir été client et chez Base et chez Telenet il y a longtemps, j'espère qu'ensemble ils vont être meilleurs que chacun séparément. C'est la seule chose. Maintenant, Telenet a déjà une très très bonne réputation. Celui qui, à mon avis, du mouron à se faire, c'est Mobistar. Par contre, qui lui risque de se prendre une grosse claque si le rachat a lieu. Donc, encore une affaire à suivre, mais une affaire belgo-belge pour le coup. On passe à la lettre F comme Facebook, vous vous en doutez. Facebook qui va désormais privilégier les publications de vos amis dans le flux, dans votre mur, en quelque sorte, David. Oui, Facebook qui décide de revenir aux fondamentaux, donc au fait que Facebook est un réseau social et donc pour créer des interactions entre humains et pas entre pages et humains. Et donc Facebook a revu son algorithme pour privilégier les vrais contenus de vos amis et même se dit capable de reconnaître vos meilleurs amis de vos moins bons amis et donc de privilégier le contenu des meilleurs amis par rapport aux moins bons amis. J'attends de voir ce que ça peut donner, mais par contre ça amène quand même de grosses questions par rapport à ce que Facebook va faire de ses pages. Je vais prendre un exemple très concret qui s'appelle BuzzFeed. BuzzFeed, c'est 75% de son trafic est issu des réseaux sociaux. Donc, sur le fait que vos amis ont trouvé quelque chose de drôle sur BuzzFeed, le partagent sur Facebook, vous cliquez, vous ressortez de Facebook et vous allez voir sur BuzzFeed. Ce qui n'arrange pas Facebook puisque Facebook préfère que vous restiez dans son écosystème. Mais voilà, il y a pas mal de pages, à mon avis, qui vont voir énormément leur trafic diminuer. Je pense que ça n'aura que peu d'influence pour les petites pages, les pages de magasins, de boutiques, de marques, puisque là, on a plutôt une tendance à aller sur la page plutôt que de voir du contenu défiler dans son fil. Oui, et puis si on crée du répondant sur ce qui est publié par une page, par exemple, je sais qu'un commentaire, par exemple, de cette page peut faire remonter ce post, entre guillemets, plus haut dans le mur, on va dire, des autres fans de la page. Donc, je sais pas si mais ce sera plus systématique. Donc avant, quand un ami laissait un commentaire sur une page, on le voyait comme une information dans le fil. Ici, il va falloir que les deux
vos amis soient fans de la même page pour obtenir plus ou moins le même résultat. Oui, plus ou moins. Donc, ils annoncent quand même qu'ils vont vraiment remettre beaucoup plus les photos de bouffe, de vacances, d'enfants, de piscine, de tout ce qu'on peut imaginer, voilà, en avant. Et donc, on aura droit beaucoup plus au saut d'humeur de nos amis plutôt que à ce qu'ils ont aimé dans leur système Internet, dans leur découverte Internet. Je tiens à signaler aussi que c'est désactivable. Hein. En fait, en regard de votre nom, vous pouvez choisir à la une, c'est ce qu'on vient d'expliquer, ou alors en temps réel. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça d'ailleurs, mais bref, l'autre plus récente. Et là, c'est une chronologie tout à fait classique, on va dire, par rapport à ce que vos amis ont publié. Ou presque, hein, David. Ou presque, parce que ça reste sujet à algorithme, puisque vous êtes bien conscient que vous ne recevez pas la totalité des notifications de la totalité de vos amis. Nouveau aussi, j'ai remarqué depuis aujourd'hui, c'est qu'il nous propose des anciens posts qu'on a fait il y a 4 ans, par exemple. Tiens, vous avez publié ça il y a 4 ans, jour pour jour. Est-ce que vous voulez le repartager ? C'est énervant. C'est vraiment très très énervant. Et Marc est très vite énervé par ce genre de choses. David, j'ai tendance. Ma première réaction, ça a été de me killer moi-même. Mais à ce moment-là, puis avant de cliquer, je me suis dit tiens, mais c'est moi qui ai posté ça. Pourquoi ? J'ai honte. Je m'éjecte. Je ne suis plus ami avec moi-même. David, lui, s'en fout. Bon, moi, je trouve ça rigolo. Non, je trouve ça rigolo de soi à soi-même. C'est-à-dire de pouvoir se souvenir. Enfin, moi, je trouve que ça amène un plus. Par contre, effectivement, savoir que un de mes lointains amis Facebook avait posté ça il y a 3 ans. Ça, on s'en fout. C'est vrai que ça, je m'en fous. Mais par contre, le truc, non, ça fait des anniversaires, quoi. Il y a que nous qui le voyons, de toute façon. Oui, vous pouvez choisir, parce qu'une fois que vous l'avez vu, on peut le partager. Vous pouvez choisir, entre guillemets, de le partager. C'est ça. Donc, entre guillemets, de le republier pour dire à tous vos amis, il y a 3 ans, vous vous souvenez, j'ai fait ça. Ça, c'est pas la bonne idée. Donc ça, moi, je recommande pas, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Non, mais si vous voulez garder vos amis, en l'occurrence, ne le faites pas. Si vous voulez faire de la place dans votre feed, allez-y joyeusement. Effectivement. On va terminer le chapitre Facebook avec une annonce qui date, je crois, d'aujourd'hui ou d'hier. David, donc de ce mercredi. C'est une nouvelle application Facebook Hello. Oui, Facebook Hello. Donc, il faut savoir que Facebook, historiquement, a toujours essayé de très, très fort s'implanter dans l'écosystème Android, en allant jusqu'à remplacer régulièrement, à proposer de remplacer des applications prévues par Google et de mettre du Facebook à la place. Et donc, Facebook continue son petit bonhomme de chemin et vous propose Hello. Hello, c'est une application qui permet de prendre la place du Composer, donc de la section téléphone de votre smartphone, et de bénéficier du lien avec votre réseau social favori, Facebook. Et donc, ça permet de pouvoir appeler tous vos contacts, de passer n'importe quel coup de téléphone, mais quand il s'agit d'un contact, c'est de pouvoir, surtout quand lui vous appelle, d'avoir accès à son nom, son prénom, sa dernière photo Facebook, son employeur et son poste, donc puisque tout ça, ce sont des informations ouvertes, mais aussi de pouvoir avoir, par exemple, le dernier commentaire qu'il a mis en statut et des choses comme ça. Ça va plus loin, puisque si certaines personnes ont accepté de publier toutes ces informations librement, dont le numéro de téléphone, ça en fait un super annuaire. Et donc, pour les sociétés, c'est relativement pratique, parce que si vous avez une page avec votre numéro de téléphone et que vous appelez sur quelqu'un qui a l'application Facebook Hello, même s'il ne vous a pas dans ses contacts, vous pourrez faire transparaître le fait que c'est votre société qui appelle. Alors, autant, moi, je trouvais plutôt rigolo et pratique d'avoir, par exemple, la vignette qui s'affichait à côté, dans mon ordrophone, à côté du numéro de téléphone de mon ami. S'il est ami sur Facebook, j'ai sa vignette, sa photo qui s'affiche à côté du numéro. Je trouvais ça plutôt pratique. Ici, je commence à trouver ça un petit peu invasif. Je ne sais pas ce qu'en pense Marc. De toute façon, ici, Facebook ne fait qu'officialiser sous son propre label quelque chose qui existait depuis un certain temps, sous forme d'application tierce. Le nombre d'apps que j'ai déjà vu passer sur Google Play qui permettent de lier ton compte Facebook à ton dialer dans tous les sens, en large, en travers, et de récupérer absolument toutes les infos et de te présenter un écran ultra chargé. Et tu peux aussi injecter des trucs en LinkedIn et en Twitter. Enfin, tu peux
Voilà, au final, tu passes plus de temps à regarder ce qu'il y a sur ton écran qu'à écouter ce que la personne te raconte. Donc, oui, c'est officiel, effectivement. Ça peut être effectivement aussi intéressant au niveau de l'entreprise, comme le dit David. C'est juste qu'encore une fois, moi, je vois pas l'utilité profonde. Peut-être qu'on n'est pas les bons candidats, en fait. Peut-être que ça s'adresse pas à nous, effectivement, David. Mais ça s'adresse surtout à Facebook, parce que pour pouvoir installer Facebook Hello, il va falloir faire quelque chose qu'on rechigne tous a priori à faire, c'est ouvrir notre carnet d'adresses. Parce que bien sûr, dès que Facebook va être lié, Facebook va récupérer la totalité de nos contacts pour nous aider, bien sûr, à retrouver tout ça. Et donc, vous allez avoir une proposition d'une 60aine d'amis qui ne sont que des contacts professionnels, mais que vous avez dans vos contacts téléphone. Et donc, ce sera bien la preuve que Facebook a bien tout récupéré. Si vous aviez le moindre doute. Donc voilà, moi, je pense que je dois avoir, je sais pas moi, 3, 4, 500 personnes sur Facebook et plus de 1000 contacts dans mon téléphone. Donc, il est clair que ça va être compliqué. S'il a besoin d'avoir accès à tous mes contacts, je ne suis pas sûr que je vais le laisser faire. Oui, ça c'est clair. On en termine là avec la lettre F qu'on m'a fait quand même mettre après G. Hein, je vous le dis en passant. C'est vrai ça. C'est magnifique. C'est normal, c'est l'alphabet des technos. C'est un petit peu, et puis bon, on a perdu un peu de notre rigueur. Benoît n'est pas là aujourd'hui. Il nous fera pas en cucu la fois prochaine. On va passer à la lettre M quand même, qui est bien loin de la lettre G ou de la lettre F. M comme Microsoft, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Microsoft et pour l'instant il y a des bonnes choses à en dire, alors autant en parler, David. On continue effectivement avec les bonnes nouvelles de la part de Microsoft, puisque on a actuellement droit à une promotion sur la Surface Pro 3 qui va bientôt fêter ses 1 an, donc c'est la dernière tablette de Microsoft. Et donc, elle voit son prix baisser, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, jusqu'à 150 € pour les modèles les plus performants. Seul le premier prix, donc la tablette à 799, voit son prix figé. Toutes les autres configurations, donc les configurations dites multimédia, elles sont en prix promo. Et donc, on a des tablettes qui passent de 999 à 899, c'est le deuxième modèle. Et pour toutes les versions haut de gamme, donc celle qui était à 1300 passe à 1150 et celle qui était à 1950 passe à 1800. Donc si vous étiez intéressé par des Surface Pro, c'est le moment, c'est l'instant. C'est uniquement disponible, ces tarifs ne sont pour le moment uniquement disponibles que via le Microsoft Store. Donc voilà, l'occasion peut-être de s'y essayer, hein, si vous hésitiez encore, pourquoi pas. C'est un produit, on n'en parle pas très souvent, qui s'est fait discret en fait. Hein, qui marche de mieux en mieux. On en voit apparaître de partout et discrètement, quoi. Effectivement, c'est pas le succès de l'iPad, mais par contre, quand on discute avec les gens qui sont utilisateurs de ces tablettes, on se rend compte il y a un taux de satisfaction et d'utilisation qui est très très élevé. Mais on va pouvoir de toute façon s'en rendre compte par nous-mêmes et proposer des hors-séries prochainement, parce que nous, au niveau de Fidelity, on vient de prendre une Surface Pro 3 pour notre développement interne. Donc effectivement, on va probablement migrer une partie de notre plateforme dessus. Voilà, on pourra en profiter pour la décortiquer, voir comment elle se comporte. Et moi, je me suis précommandé une Surface 3 tout court, pour comparer aussi pour faire du dev, etc. Et moi, je vais pouvoir aussi en faire un hors-série quand je l'aurai reçu. Eh bien, on les attend avec impatience. Et alors, je remarque pour ceux qui seraient intéressés, donc la Surface 3 est en précommande pour l'instant. Si vous la commandez chez Coolblue, on peut donner le nom après tout, hein, voilà. Vous avez le keyboard cover avec, gratos. D'accord. Cadeau. Vérifiez bien, c'est un bon conseil. De plus en plus, les sites de vente en ligne, genre Coolblue, mais aussi LDLC ou autres, offrent des codes promo, etc. Abonnez-vous à leur compte Twitter, par exemple, pour LDLC, ou abonnez-vous à leur page Facebook pour d'autres. C'est là qu'en général qu'on communique ce genre de choses et sauter sur les opportunités quand elles se présentent, ou en tout cas quand vous avez l'envie. On va pas vous pousser à la consommation non plus, mais ce serait idiot de payer le prix plein à l'heure actuelle sur ce genre de produit. Pourcentage alors. Non mais c'est vrai, hein, ce serait complètement idiot. C'est comme acheter une voiture au prix catalogue, quoi. À l'heure actuelle, c'est un petit peu idiot. On continue, on passe à la lettre O comme OnePlus, Marc. Oui,
OnePlus, vous allez être enfin heureux d'apprendre que les invitations, c'est terminé. Oui. Mais pas tout le temps. En fait, maintenant, ce sera le mardi sans invitation. Donc déjà, là, ça retombe un peu. Non, c'était déjà le cas. C'était déjà le cas. Oui, je pense que tu es en retard d'une information parce que effectivement, c'était le mardi vente libre, entre guillemets, sans être parrainé, et que depuis hier, ils ont supprimé. Ils ont ouvert tout le temps. Alors, évidemment, c'est limité au One. Oui. Donc le modèle actuel, forcément. Actuel, parce que les invitations, bien entendu, seront de retour pour le OnePlus 2. Voilà. Le prochain modèle que le constructeur annonce, si ma mémoire est bonne, pour le 3e trimestre de cette année. Et qui, va venir coiffer par le haut, je suppose, la concurrence pour le Galaxy S6. Et peut-être que d'ici là, on aura un hypothétique iPhone 6S Plus de la mort qui tue. Voilà. Alors que le OnePlus One, malgré une légère hausse de prix récemment, reste quand même une très belle bête. Ah, c'est un bel appareil qui ne pose aucun problème jusqu'à présent. On n'a pas encore eu l'opportunité de faire la mise à jour vers Lollipop, me semble-t-il. Ni OxygenOS, ni Cyanogen 12. Alors, David... Cyanogen 12, je crois qu'il a été retardé un petit peu parce que les ingénieurs de OnePlus voulaient pouvoir intégrer la phrase clé Hello OnePlus plutôt que Hello Google. D'accord. Ok. Voilà. Et donc, ça a demandé une certification supplémentaire qui a repoussé le délai de déploiement d'1 à 2 semaines, mais ça arrive. Donc, mais apparemment, David qui gigote, dis-nous tout. Alors, effectivement, donc mardi, parce que je peux pas dire hier, sinon les gens vont plus rien comprendre. Mardi, le patron de OnePlus a annoncé qu'effectivement, ils avaient mis les mises à jour OTA, donc les mises à jour automatiques en stand-by, parce qu'ils voulaient absolument intégrer à la place de OK Google, effectivement, de pouvoir travailler directement sur OK OnePlus. Et ça a repris aujourd'hui. Ah, voilà. Donc, il a eu que 2 jours de coupure. Ah, déjà. Bon, ce qui fait que, de toute façon, nous, on l'a toujours pas. Donc, parce que moi, j'ai envie de la faire en OTA et j'ai pas envie de la faire. Il y a moyen de la faire. Hein. Vous allez sur le site de Cyanogen. C'est quelques manipulations. C'est pas fort compliqué. Mais moi, j'aimerais bien la réaliser vraiment de manière propre. J'ai pas encore pris le temps de le faire avec OxygenOS parce que OxygenOS, ça veut dire qu'il faut vraiment aller en dur dans l'appareil. Oui. Et vu que c'est mon appareil privé, je voudrais être sûr qu'il continue à fonctionner. Mais donc voilà, ça a repris ce matin. Donc, voilà, my bad. Ben voilà, et donc si l'un d'entre nous, puisqu'on est plusieurs à avoir l'appareil, fait la mise à jour, on fera un petit retour d'expérience dans un prochain numéro. On fera peut-être même un hors-série si on va plus loin à ce sujet. On sort complètement de tout ce cadre-là et on va tout doucement clôturer ce numéro 31 par la lettre T avec des trucs. Marc, on commence avec toi. La loi de Moore fête ses 50 ans. La loi de Moore, qui au départ n'était pas une loi, on se le rappelle, c'était simplement une hypothèse qui avait été mise par Gordon Moore, le cofondateur d'Intel, il y a effectivement un demi-siècle. Et en fait, ces lois, petit rappel, elles postule la constance de l'évolution de l'intégration des semi-conducteurs, de la densité d'intégration des semi-conducteurs. Et donc, en fait, on a un graphe qui est un graphe linéaire que vous voyez peut-être sur votre écran à ce moment-ci. Et donc, le postulat que Moore avait fait, c'est que le nombre de transistors par circuit de même taille allait doubler à prix constant et tous les ans pour les 10 années à venir, à partir du moment où il a fait ce postulat initial qui était fait le 19 avril 1965. 10 ans plus tard, ce qui n'était à l'époque une hypothèse empirique s'est confirmé et Gordon Moore a révisé sa théorie et annoncé que le nombre de transistors dans un microprocesseur allait doubler tous les 2 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, ce postulat s'est vérifié et c'est pour ça qu'on commence maintenant, c'est pour ça qu'on a parlé de loi de Moore, même si cette loi est une loi empirique qui n'a jamais été supportée par aucune expérimentation scientifique. Mais ça fait 50 ans que les choses se vérifient. Pour les années qui viennent, par contre, c'est pas dit que ça va continuer dans la mesure où la densité de gravure commence à être de plus en plus importante et où on commence à introduire des technologies qui n'étaient même pas à l'état de concept à l'époque où Moore a établi sa loi initiale. Oui, c'est-à-dire le concept lui-même est en train d'évoluer aussi. Enfin, la technologie évoluant, on n'est plus sur du semi-conducteur,
on est sur d'autres concepts, mais là, c'est vraiment très différent. Enfin, c'est tout à fait autre chose, quoi. Enfin, on a quand même encore pas mal de technologies qu'on peut utiliser, parce qu'aujourd'hui, les meilleurs processeurs Intel sont gravés en 14 nanomètres. On parle de la prochaine génération qui sera gravée en 9 nanomètres. Mais bon, il y a encore une foule de technologies comme les architectures en 3 dimensions, les nanotubes de carbone, l'utilisation de matériaux comme le graphène, les processeurs photoniques, l'informatique quantique. Il y a suffisamment de technologies que l'on peut combiner et améliorer pour... Voilà, on a encore beaucoup de marge devant nous. Il y a des choses à faire encore, effectivement. David, on va monter plus haut, on va s'élever un petit peu et parler d'un autre anniversaire, oui, quasiment, qui est celui de Hubble et de sa fin de vie, on va dire. Oui, donc Hubble, effectivement, en fait, c'est 25 ans, puisqu'il a été mis en route, mis en orbite en 1990. Et donc, tout le monde connaît Hubble parce que les photos du télescope sont régulièrement publiées. Donc, pas celles que vous voyez pour le moment, mais les photos que le télescope prend. Non, parce que Hubble ne fait pas de selfie. Voilà, il ne fait pas de selfie, non. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais donc, effectivement, Hubble a été très, très utilisé. Elle nous a permis de découvrir vraiment les beautés de l'espace. Et donc, Hubble va avoir droit à sa retraite dans 5 ans. Puisqu'il sera désorbité, je ne sais pas si ça se dit, mais sera désorbité en 2020. Et le James Webb Space Telescope prendra sa place à partir de 2018. Donc, ils vont avoir 2 ans pour travailler ensemble. Et puis, Hubble sera complètement désactivé. Alors, James Webb Space Telescope, donc c'est le petit nouveau, il a quand même un miroir qui est 3 fois plus grand que son prédécesseur, donc Hubble, et donc il va avoir un miroir de 6,5 mètres de diamètre, donc c'est quand même un petit peu impressionnant. Il sera aussi capable de capturer 70% de lumière en plus, donc pour nos amis photographes, vous savez l'importance d'avoir un capteur de bonne qualité, et donc pas toujours la taille, ce n'est pas que la taille qui compte, c'est aussi la qualité de la lumière qui peut être capturée, et donc il devrait nous aider à avoir des images encore plus époustouflantes de l'espace, mais aussi de pouvoir détecter les molécules d'eau et les molécules d'oxygène, et donc tout le monde va directement à quoi je vais en venir, là les recherches sur la vie extraterrestre, c'est ça, puisqu'on sait que sans eau et sans oxygène c'est plus difficile d'amener la vie, et donc ce nouveau télescope sera placé en orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il pèsera plus de 6 tonnes et son budget est léger, tout le monde a été raisonnable, puisqu'il y en a pour juste 9 milliards de dollars. Voilà. Donc voilà, et donc le lancement sera effectué par la fusée Ariane et l'agence spatiale européenne. Donc voilà. Rappelons quand même que c'est un petit miracle technologique. Hubble était myope au départ. Il y avait eu un problème. Il y avait eu un défaut de miroir. Défaut de miroir. Et donc, il a fallu envoyer la navette à l'époque. C'était les Challenger, je pense, et une équipe pour aller soigner et réparer Hubble et faire je pense que c'était une réparation électronique, un module qui était remplacé, etc. Et que là aussi, il y a eu des soucis d'entretien et qu'il a fallu inventer sur place une espèce de tapette à mouche. Je me rappelle de ça pour arriver à attraper, je ne sais plus ce que c'était, un bitonio, sans doute, pour réactiver Hubble. C'était assez passionnant à l'époque, cette aventure-là. Marc s'en souvient sans doute. Oui, je m'en souviens très bien. Je me souviens, il y a quand même dans tout ce que David a raconté qui est passionnant, il y a quand même un petit détail qui me... Enfin voilà, c'est toujours mon côté qui revient. Le successeur d'Hubble va embarquer des technologies qui vont permettre de détecter la présence de molécules d'eau et d'oxygène. Je ne vais pas revenir sur le nombre de théoriciens qui ont postulé que la vie extraterrestre serait basée sur des éléments qui n'ont rien à voir avec ceux que nous connaissons. On a évoqué des vies basées sur... nous, c'est une forme de vie basée sur le carbone. On ne va pas en discuter ici, mais... Voilà. Bon. Ça peut être une forme de vie basée sur le gluon de la forme de vie, par exemple, on peut dire ça comme ça. Voilà. Si on schématise très très fort, et qui ne fait pas intervenir de l'eau ou du carbone, effectivement, c'est bien de le rappeler aussi. Il faut le laisser comme ça. Faut pas commencer à discuter à cette heure-ci avec Marc parce que sinon on s'en sort plus. David, on parle de HBO qui lance la guerre au VPN. Bah oui, ça on s'en doute un petit peu.
Oui, donc HBO, pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne de télévision par abonnement ou par Apple, donc par Internet ou par Apple TV ou par abonnement câble aux États-Unis, qui est juste créateur des meilleures séries qui sont pour le moment disponibles. Et donc, pas mal d'Européens avaient décidé d'accéder à l'offre d'HBO via Internet en utilisant un VPN, donc en se faisant passer pour des petits Américains, alors que ce sont des petits Européens. Et donc, voilà, ça y est, HBO rentre en guerre contre ces utilisateurs en leur rappelant que s'ils ne sont pas américains, ils n'ont pas accès au contenu. Et c'est vraisemblablement suite à l'explosion de Game of Thrones, qui est quand même leur série de référence pour le moment, que HBO a pris cette décision et à des pressions a priori de groupes comme Netflix ou Amazon qui ont dû menacer HBO de revoir leurs conditions contractuelles si si HBO ne faisait pas un petit peu le tri dans ses abonnements. Donc voilà, donc si vous êtes abonné à HBO, il faudra juste être attentif, puisque je vous rappelle que c'est un jeu du chat et de la souris qui commence, puisque HBO va vous envoyer une information, vous allez modifier les paramètres de votre VPN, vous allez être réactivé jusqu'au moment où HBO va s'en rendre compte, qu'il va vous renvoyer un mail et puis vous allez recommencer. Donc a priori, ne vous inquiétez pas, si vous avez un abonnement, vous serez toujours plus rapide et plus dynamique que ce que HBO peut faire. Ça va nous rappeler les belles heures des décodeurs pirates de Canal+, par exemple. C'est ça, c'est un peu la même idée. Voilà, c'est un peu la même idée. Et il faut quand même pas oublier que les gens qui utilisent un VPN restent, je vais pas dire des marginaux dans le sens, de réflexion, mais le pourcentage est marginal. Le pourcentage d'utilisateurs qui se connectent en VPN est marginal. Donc, c'est étonnant que Netflix, par exemple, n'ait pas déjà réagi à ce genre de choses, parce qu'avant d'arriver, il y a eu quand même beaucoup de tentatives d'essais de gens qui étaient déjà connectés à Netflix en VPN. Je veux pas, en attendant, si on paye. On paye. Voilà, mais c'est pour ça qu'HBO n'a pas réagi très rapidement. C'est qu'eux disaient simplement, mais ce sont des utilisateurs comme les autres. La seule chose, c'est que vu que les droits des séries sont revendus sur d'autres continents, c'est clair que là, les soucis commencent. On va terminer ce numéro avec une information capitale, devrait-on dire, puisqu'on a découvert en quelque sorte l'origine de Yoda. De Yoda, on a découvert l'origine est. Voilà, donc Yoda est vieux, on le savait, mais alors là, il est vraiment très très vieux, puisqu'on a retrouvé sa première photo. C'est pas nous qui l'avons retrouvé, c'est Mashable qui a fait la recherche pour nous. Et donc voilà, on a retrouvé Yoda dans un texte du XIVe siècle, donc tout ce qu'il y a de plus sérieux, puisque Mashable se fend de plusieurs images et de plusieurs scans de ce document. Et donc on se rend compte que effectivement, voilà, Yoda n'est pas une pure invention de George Lucas, mais qu'a priori, il aurait été simplement récupéré au niveau stylistique d'une image du XIVe siècle. Donc voilà, c'était l'information capitale de la semaine. Tout à fait. L'information culturelle de la semaine. L'information culturelle de la semaine. Pour terminer, pour conclure, qu'est-ce que vous pensez de la bande-annonce du prochain Guerre des Étoiles qui a circulé, le nouveau trailer Bien. Franchement. Comment est-ce qu'on peut s'arrêter à bien? C'est impossible, quoi. Il y a tout. Alors, pour les fans de Star Wars, si vous l'avez pas encore vu, il est plus que temps. Le premier était difficile, parce qu'il y avait 3 fois rien comme information. Mais le deuxième trailer, il y a moyen de le regarder 15 fois et de se dire, mais il y aura ça aussi. Mais il y aura ça. Et alors, la vraie bonne nouvelle, il y a un nouveau robot. Il y a un nouveau robot. Il y a un nouveau robot. Et puis surtout, petit détail pour les puristes, c'est un vrai robot qui a été utilisé. Ce n'est pas de la 3D, c'est un vrai robot qui a été construit et qui fonctionne vraiment. Donc ça va faire rêver plus d'un fan. On s'en doute. J'ai déjà vu des répliques, moi. Il y a déjà des gens qui sont amusés à faire des répliques de ce robot qui porte un nom, c'est B quelque chose, B7, BB8. BB8. Et donc ils font déjà des répliques animées. Donc on imagine que au niveau merchandising, ça va être compliqué pour Disney, à mon avis. Mais il y a aussi des détracteurs. Il y a des gens qui sont pas très contents, qui se disent que c'est voilà. Donc il y a toujours des gens contents et des gens pas contents. Ça va être des trekkers sûrement. Et de toute façon, comme pour clôturer la rubrique culturelle, puisqu'on regarde quand même des films pour geeks, je suis allé voir Avengers, le nouveau. Bof. Ah, d'accord. Voilà. Ok.
D'accord. Le premier était mieux. Eh ben voilà, c'est noté. David, rien à rajouter? Rien à rajouter. Merci à Marc également. Merci à vous de nous avoir écoutés et de nous être fidèles. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répond. Vous l'avez entendu au début de ce numéro. On y répondra dans le numéro 32. Et puis suivez également nos hors-séries qui arrivent prochainement. On va avoir bientôt un hors-série sur le Samsung Galaxy S6. Hein. On en a parlé avec Sébastien qui vous reviendra également la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.